Bien, bonjour à tous. Au nom de l'Université populaire, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence de Benjamin Steck ce soir, alors qu'il n'est peut-être pas tout à fait nécessaire de vous présenter. Je vais juste dire un tout petit mot du thème dont il va vous entretenir ce soir sur la fermeture et l'ouverture des territoires, autrement dit la mondialisation. C'est un thème sur lequel il travaille depuis très longtemps puisqu'il avait fait son habilitation à diriger des recherches, son HDR, comme nous disons dans le milieu universitaire, il y a 17 ans, en 2000, sur ce thème justement. Ça veut dire qu'il y travaille depuis très longtemps. Alors l'HDR, c'est ce qui nous permet de postuler sur des postes de professeurs d'université. Vous avez un petit cours universitaire en passant. Il y a la thèse qui permet de devenir maître de conférence, et puis, une fois qu'on a pris un peu de bouteille, ensuite un peu d'expérience, il y a l'HDR qui peut permettre de devenir professeur des universités. Et Benjamin, donc, avait déjà travaillé sur ce thème, et il n'a cessé depuis de creuser ce sillon. Donc, c'est en quelque sorte son sujet fétiche. Et vous voyez que dans le sous-titre, il y a le mot « développement » qui apparaît, qui est l'autre grand thème sur lequel il a beaucoup travaillé. Benjamin, pour ceux qui le connaissent, est un africaniste passionné. Il va tous les ans, voire plusieurs fois par an en Afrique, l'Afrique de l'Ouest en particulier, est son terrain. Et j'imagine qu'il va ce soir prendre un certain nombre d'exemples dans cette région du monde pour nous parler de la mondialisation à travers la fermeture et l'ouverture des territoires. Benjamin, je te laisse parler. Merci Bruno. Vous m'entendez bien, je suppose? Si je parle trop fort, vous me le direz, parce que parfois on me le reproche. Bonsoir à tous. J'ai eu l'occasion, il y a 6 ou 7 ans, de faire déjà une proposition de conférence à l'Université populaire. Celle-ci va la prolonger, mais d'une façon un peu différente. Évidemment, vous vous en doutez bien. Il n'aurait aucun intérêt de redire ce qui a déjà été dit. Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on se mette bien d'accord. Je crois que mon propos ne porte pas strictement sur les frontières, ou l'abaissement de celles-ci, ou la multiplication de celles-ci. Mon propos porte bien sur une dynamique qui est interne à toutes les sociétés humaines, à toute l'humanité, à chacun d'entre nous. C'est-à-dire ces pulsions qui nous poussent à nous ouvrir et à nous fermer à différents moments de notre existence, lorsqu'il s'agit de personnes comme nous le sommes, mais aussi de nos sociétés. L'histoire est faite d'expansion et de rétraction de sociétés, de cultures, de civilisations. Et je pense que vous connaissez les travaux ou les propos de ceux multiples qui disent que nous sommes à un moment crucial de l'histoire de l'humanité. Des moments cruciaux, il y en a eu d'autres, bien sûr, mais que nous terminons probablement un certain cycle de fonctionnement et d'organisation du monde, d'où ce terme tout à fait approprié de crise, qui évidemment ne doit en aucune façon être limité à ce à quoi certains réduisent ce terme. Ce n'est pas une crise économique, c'est bien plus vaste que cela. C'est une crise qui remet profondément en question nos relations, d'une part entre nous, d'autre part entre nous, êtres humains, et le monde vivant dans toute sa complexité, et par-delà même le monde qui n'est pas nécessairement perçu comme vivant, qui est celui de l'univers. Ça nous provoque à une réflexion pour laquelle jusqu'alors il n'y a pas eu de propos tellement décisif qu'il puisse nous orienter dans une voie ou vers des pistes de solution à cette crise. Nous sommes dans le doute, nous sommes dans l'incertitude, et je le suis aussi. N'attendez pas de moi je ne sais quelle réponse aux questions que vous vous posez, et en particulier aux questions d'actualité qui ne constitueront pas le centre de mon propos aujourd'hui. Évidemment, nous ne pouvons pas ne pas avoir en tête ce qui se passe dans le monde, au Moyen et au Proche-Orient, en Méditerranée. Vous voyez que dans les Alpes, les passages de col l'hiver, le mur du Mexique et d'autres murs
Certains d'entre vous ont dû assister il y a quelques années, dans le cadre des rendez-vous du photojournalisme, à une extraordinaire exposition et une extraordinaire conférence sur les murs qui se dressaient à travers le monde. Il y en a eu d'autres d'ailleurs qui portaient sur le même sujet. Mais je ne veux pas réduire mon propos à une question de murs. Les murs, ils existent, bien sûr, nous en parlerons, mais je voudrais, et ça sera petit à petit un propos qui va diffuser à travers mes exemples, les murs sont aussi les murs que chacun d'entre nous ici dans cette salle nous dressons. Et ce n'est pas nécessairement négatif, parce que nous avons besoin aussi de respirer dans l'intimité de ce que nous sommes. Nous avons besoin de prendre du champ et de la distance. Il ne s'agit pas nécessairement de se retirer en ermite, loin du monde, mais nul d'entre vous ne peut prétendre vivre dans le tourbillon de ce qui se passe sans régulièrement prendre le temps de la réflexion, de la distance et, par conséquent, qu'on le veuille ou non, de s'enfermer dans sa coquille. Julien Gracq, dans son livre La forme d'une ville, dans son livre La forme d'une ville, a de très très beaux passages sur la nécessité de se replier de temps à autre dans sa coquille. Il prend même l'image de l'escargot dans les déambulations qui furent les siennes comme étudiant, lorsqu'après avoir quitté Nantes, il se retrouvait dans le Paris du quartier latin. Julien Gracq, je me permets de le rappeler, est un des plus grands écrivains français du XXe siècle, même si le grand public ne le connaît pas comme d'autres à la notoriété, j'allais dire, un peu trop médiatique. Il est décédé maintenant, mais il ne faut pas oublier qu'il était aussi à l'origine géographe. C'est peut-être pour ça qu'il y a une incointance avec ce que je peux penser. Alors, rapidement, plan de la présentation, que vous sachiez où nous allons, les principaux positionnements de la problématique, ça c'est un peu théorique. Ensuite, le scandale des inégalités, je vais vous montrer quelques cartes qui ne vous apprendront, je pense, rien, je le dis sans fausse modestie, c'est simplement parce qu'il est nécessaire qu'on revoie un certain nombre de choses. Ensuite, la fermeture et ses paradoxes, c'est surtout sur ce point que je serai plus long. Et puis l'ouverture, une question de développement. Bruno l'a dit tout à l'heure, mon HDR s'intitulait « Contribution à une géographie du développement ». Mais qu'il n'y ait pas de malentendu d'entrée de jeu, quand je parle de développement, je ne veux pas parler de je ne sais quelle croissance économique. La croissance, c'est une chose, c'est une mesure d'augmentation ou de diminution, puisqu'il y a des croissances négatives, des richesses, des productions, des biens, des personnes, de tout ce que vous voulez. Le développement, c'est beaucoup plus ambitieux, puisque le développement, selon la définition que je donnais à mes étudiants quand je faisais encore cours dans cette université ou ailleurs, le développement, c'est le déploiement des potentialités des êtres humains et des territoires dans le temps et dans l'espace. Développer, c'est le contraire d'envelopper, c'est donc par définition une question d'ouverture. Et c'est en ce sens que je l'entends, qui inclut bien sûr ce que l'on a longtemps dit dans les années 60, 70, au moment du grand vent des progressismes utopiques, mais ô combien stimulants pour des gens de ma génération, le développement de l'Afrique, le développement des sociétés qu'on qualifie encore pour certains d'en retard, ce qui n'est pas juste aujourd'hui, vu de ce que l'on peut en dire désormais, mais c'est bien ça dont il est question. Il y a une sorte de interpénétration, plus exactement, entre le développement et l'ouverture, mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelle condition. D'entrée de jeu, comme ça vous saurez vers quoi on va, scientifiquement, je me bats pour qu'on reconnaisse la nécessité de ce que j'appelle une ouverture tempérée des territoires. Tempérée ne veut pas dire, loin s'en faut, que je suis tiède et que je propose un entre-deux, entre oui, non, peut-être, on ne sait pas. Non, pas du tout. C'est tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile à construire. C'est très facile de dire on ferme, c'est très facile de dire on ouvre, c'est beaucoup plus difficile de concilier les deux pour construire ou essayer de construire une solution au problème de la crise que traverse notre monde. Alors, la problématique, pour moi, elle repose sur un positionnement majeur. Cette conciliation entre ouverture et fermeture. Pour ce faire, il faut que vous ayez en tête d'entrée de jeu
ces 5 éléments. Je crois que pour construire le monde, il faut impérativement parvenir à concilier la souveraineté, l'identité, la création, la transaction et l'environnement. Si vous effacez l'un de ces 5 éléments, vos solutions seront nécessairement bancales et par conséquent vaines. Quelques mots pour que vous compreniez ce que j'entends par cela. La souveraineté, c'est la capacité d'une société, mais c'est aussi, d'une certaine façon, la capacité de chaque être humain que nous sommes, comme le rappelle à juste raison ce qui est un fondement de la modernité, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Cette souveraineté, c'est cette capacité que nous avons, nous, à l'échelle de ce que nous sommes, et le corps social auquel nous appartenons, et pourquoi pas l'humanité dans son ensemble, mais là c'est probablement beaucoup plus utopique, de déterminer par nous-mêmes notre devenir. Cela ne signifie pas que nous nous fermons, et cela serait impossible, au contact, au dialogue, au débat avec les autres. Mais personne ne peut nous dicter et nous imposer une décision. On peut nous la proposer, on peut en débattre, on peut en discuter. Quand on est dans l'ordre du corps social, on est bien obligé de dire qu'il faut bien prendre des décisions. Notre-Dame-des-Landes, le contournement de Strasbourg, mais n'oublions pas nos amis allemands, il y a quelques années, l'aéroport de Francfort, ou encore plus récemment en Allemagne, les grands travaux de Stuttgart, bien, soulèvent des passions, des combats, hein, et à un moment ou à un autre, on ne peut pas rester dans l'entre-deux, il faut trancher. Donc, qu'il n'y ait pas de malentendu, quand je parle de cette souveraineté qui est le droit ultime que nous avons de déterminer notre propre devenir, comme toujours, comme les droits de l'homme d'ailleurs, à la limite près qui est celle de la liberté des autres, de ce droit que les autres ont aussi de se déterminer. Il n'est pas étonnant que, voici quelques années, lorsque, après la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc, il y a eu un report massif de trafic sur la vallée de la Maurienne et l'engorgement du tunnel du Fréjus, les gens de cette vallée ne souhaitaient qu'une chose, c'est qu'on puisse rouvrir le plus rapidement possible la vallée de l'Arve et le tunnel du Mont-Blanc. Ça déplaisait bien sûr aux habitants de Chamonix. Il a bien fallu trancher parce que le bien-être dans lequel ils se trouvaient subitement redécouvrir leur montagne, et dont on doit se féliciter, mais il se faisait au détriment d'autres habitants d'une autre vallée. Bien. Vous voyez donc que cette souveraineté, elle est elle aussi limitée à la mesure de la souveraineté des autres. L'identité, c'est ce qui fait la vérité de chaque être. Alors, non pas la vérité au sens du débat philosophique sur qu'est-ce que la vérité, ce n'est pas notre propos, mais c'est lorsque chacun d'entre nous, d'une part personnellement, je tiens beaucoup à cette dialectique constante entre le personnel et le collectif, et collectivement, nous répondons à la question « Qui es-tu » Double question. Qui es-tu? C'est vrai. Qui suis-je? Les deux questions ne sont pas exactement les mêmes et ne recouvrent pas tout à fait les mêmes réponses. Et cette identité, aujourd'hui, elle est mise à mal. Je ne parle pas des dérives identitaires, qui sont précisément une dérive dangereuse, tragique de l'identité. Ceux qui sont à l'aise dans leur identité n'ont pas besoin de dériver vers l'identitaire. Le problème, c'est que trop d'êtres humains aujourd'hui ne sont précisément pas à l'aise dans leur identité, et donc revendiquent avec tous les instruments qui peuvent être en leur possession, y compris la manipulation de la vérité, défendre une identité qu'ils sentent agressée. Mais pourquoi la sont-ils agressée? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas une juste conscience de la réponse à la question « Qui suis-je » Qui suis-je? Et cela fait partie du problème de l'ouverture et de la fermeture. Évidemment, l'ouverture nécessite d'être à l'aise dans ce que l'on est pour pouvoir dialoguer avec l'autre, qui n'est pas une menace, mais qui, au contraire, peut être un enrichissement. Cela dit, la question ne se pose pas à sens unique,
Elle ne se pose pas que pour moi par rapport aux autres, elle se pose pour chacun des autres par rapport à moi. Troisième point, la création. Je ne suis pas créationniste, ce n'est pas cela dont il est question ici. La création, c'est la capacité qu'a l'humanité de créer. De créer. Alors on peut dire des richesses, à la condition d'ôter immédiatement de votre esprit, si l'on emploie le mot richesse, la mesure financière de cette richesse. Elle est un élément de la richesse. Elle est une mesure de la richesse. Quelle est la richesse de Michel-Ange? Vous voyez bien. Ou de Raphaël, ou de Debussy, ou de Victor Hugo. Victor Hugo créant, grave quand même, on ne peut pas ne pas le dire, Victor Hugo créant le personnage de Jean Valjean, c'est une des plus extraordinaires expressions de ce que moi j'appelle la création au sens de richesse. Il éclaire l'humanité entière à partir de ce qu'il a pu écrire, et j'ajouterai, parce que je ne peux pas m'empêcher de le faire, les 80 premières pages du livre de Victor Hugo, ça dépend des éditions bien sûr, ne sont pas consacrées à Jean Valjean, mais sont consacrées à celui par qui Jean Valjean va devenir Jean Valjean, c'est-à-dire pour Victor Hugo, Monseigneur Myriel, une des plus extraordinaires figures de la littérature mondiale. Ce détour, vous allez me dire, nous éloigne bien des propos d'aujourd'hui. Pas du tout. Pour moi, c'est cohérent, parce que la richesse, c'est aussi ce que chacun d'entre vous, vous créez au jour le jour. Dans l'exercice de votre travail, dans l'exercice, si j'ose dire, de vos engagements associatifs, politiques, syndicaux, religieux, ou non religieux, dans l'exercice de votre vie de relation avec vos voisins, vos amis, vos parents, votre famille, nous sommes tous des créateurs. Alors bien sûr, je vais faire un saut quantitatif. Par-delà chacun d'entre nous, il en va de la capacité de l'humanité collectivement de créer des richesses. C'est-à-dire d'exploiter les potentialités qui sont celles de l'espace sur lequel nous opérons nos vies et nos trajectoires. Bien sûr, on va le voir, l'environnement. On ne peut pas créer n'importe comment, n'importe où, sans réflexion, sans interrogation sur la portée de nos actes. Mais c'est là que je renoue à nouveau le lien entre le collectif et le personnel. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, là où nous sommes, de faire attention aux modalités qui sont celles de nos créations dans l'ensemble des éléments que je viens d'évoquer, la société risque d'avoir encore plus de mal de le faire collectivement. Mais cette création, c'est, pour parler encore plus trivial, c'est l'exploitation des ressources de la terre en tant qu'elle porte l'agriculture, c'est l'exploitation des eaux, des forêts, des animaux, encore qu'aujourd'hui la société évolue très rapidement sur cette question. Il y avait encore 2 pages dans Le Monde là, du week-end consacrées à la publication d'un livre dont subitement le nom ne me revient plus, d'une jeune philosophe, enfin une philosophe de 50 ans, mais pour moi c'est jeune, et dont je vous conseille la lecture. Si ceux qui lisent Le Monde, vous verrez, parce que ça ne me revient plus. Mais c'est aussi, bien sûr, l'industrie, qu'on décrit beaucoup. Plus personne... Je ne sais pas si vous vous souvenez, cet épisode tragique de l'explosion de la CEDEF à Toulouse. Le maire de l'époque à Toulouse, M. Douste-Blazy, qui est parti maintenant vers des fonctions internationales, il n'est plus dans la vie politique nationale française, avait tenu des propos étranges dans la bouche d'un homme politique, en disant désormais à Toulouse, nous n'accepterons plus ce genre d'industrie chimique, lourde, dangereuse, polluante, etc. Se réjouissant probablement que, en tant qu'homme politique, la France n'ait plus du tout d'industrie. Enfin, je veux dire, ou alors cette industrie, mais ailleurs. C'est-à-dire, en gros, de Toulouse, la vallée de la Seine, c'est pas mal pour ce genre de dangerosité-là. Hein, que les Normands prennent en main ce genre d'industrie. Nous, à Toulouse, nous, à Toulouse, on est dans le high-tech. Et je plaisante un peu, vous le voyez, peut-être un peu méchamment, mais n'empêche qu'un homme politique doit faire attention quand il parle. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la création, c'est tout ça. Et cette création, elle nous met en contact avec l'interrogation du mythe fondateur, qui n'est pas simplement biblique, on le retrouve dans tous les mythes, quels qu'ils soient, partout.
c'est-à-dire un processus de lente et très lente élaboration de la mise en œuvre des capacités humaines dans son rapport à ce qui est extérieur, mais pas totalement extérieur, nous le savons bien aujourd'hui, à notre humanité. Soit dit en passant, quand on étudie le mythe des origines dans la Torah, les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, ou les 5 premiers livres de la Bible tout court, on fait souvent des confusions. Il ne s'agit pas pour l'humanité de faire n'importe quoi de la création. Hein. C'est cadré, c'est indiqué, enfin on est dans un processus, on n'est pas simplement dans un coup de baguette magique, vous allez faire ce que vous voulez de la planète. La transaction, c'est l'autre face de l'économie finalement. Économie dont je vous rappelle que la signification étymologique, c'est oikos, c'est la maison en grec. L'économie, l'écologie, c'est la maison, déclinée de différentes façons. Et cette économie, elle est non seulement productive, mais elle est aussi transactionnelle. Et nous le savons de plus en plus. Je ne sais pas si vous y prêtez garde, je ne prends pas toujours garde moi-même, mais j'aime bien, quand je fais des courses, savoir d'où viennent les produits. Et finalement, nous apercevons, moi je ne produis rien finalement. Je ne produis pas la nourriture que je mange. Oh, je mange un peu des kiwis de mon jardin, mais c'est pas... ça évite de les acheter en Nouvelle-Zélande, remarquez. Par rapport à la planète, c'est pas plus mal. Bien. Mais les vêtements que je porte, je ne sais pas d'où ils viennent. Quand vous achetez une automobile, fût-elle dite de marque française, nous savons très bien qu'elle est faite de milliers de composants, dont certains viennent de l'autre bout du monde. Nos vies sont faites de la transaction portée à l'extrême de ce que peut être la transaction. À partir de là, effectivement, nous pouvons nous interroger, dans la crise qui est la nôtre, nous sommes dans un monde de l'échange érigé en mode de fonctionnement du monde, échange à toutes les échelles, pour tout, sans préoccupation d'autre chose que la rentabilité, l'efficacité, et je vais lâcher un mot qui va peut-être choquer certains, le profit. Le profit en économie n'est pas nécessairement négatif, mais le profit tel qu'il est conçu, nous le savons bien, et on le voit bien avec un certain nombre de crises qui sont celles d'entreprises qui se préoccupent fort peu de leurs clients, mais beaucoup de leur portefeuille. Aujourd'hui, la règle de base de toutes les entreprises mondiales, c'est quand même de satisfaire leur actionnariat. Bien sûr qu'il y a un risque quand on est actionnaire, mais c'est une raison pour négliger d'autres aspects de la question. Donc la transaction, c'est un élément, si on veut reconstruire le monde autrement, qu'il faut prendre en considération. Et puis l'environnement, j'en ai déjà un peu parlé, mais on ne peut plus, il y a 30 ans je ne l'aurais probablement pas dit, mais aujourd'hui on ne peut plus penser résoudre quelque problème que ce soit si on n'inscrit pas au cœur des décisions qui seront prises la question de l'environnement. Alors méfions-nous des dérives, là aussi excessives de certains, tout en les respectant. Il y a, je ne sais plus combien d'années, il y avait un projet d'autoroute qui maintenant est ouverte, qui était l'autoroute A28 entre Rouen et Tours, un élément du grand axe ouest européen, allant en gros, pour faire un peu caricatural, du Cap Nord jusqu'à Dakar. On élargit les dimensions de l'Europe, en l'occurrence jusqu'à Dakar. Bien sûr, il y a Gibraltar. Mais... Eh bien, ce chantier a été bloqué pendant de nombreuses années parce qu'il y avait, vous connaissez probablement tous, enfin pas tous, mais certains d'entre vous cet exemple, il y avait des scarabées pique-prunes dans la forêt de Bercé qu'il fallait absolument protéger. Ce qui en soi est tout à fait respectable parce que scientifiquement, je fais partie de ceux qui pensent et disent qu'il faut sauvegarder la biodiversité, qui est la condition première de l'avenir de l'humanité. Mais, pendant ce temps-là, et pendant toutes ces tergiversations que la loi permet, à juste raison, vous aviez des habitants des villages traversés par la nationale et qui, eux, toutes les nuits, avaient sur leurs fenêtres, au pas de leur porte, la nuit des centaines de poids lourds qui passaient dans le vombrissement de leur moteur et de leur charge et qui nuisaient à la qualité de leur vie. Il fallait trancher là aussi.
Là encore, je me positionne de façon un peu caricaturale. Peut-être que d'autres tracés de l'autoroute eussent été préférables, je n'en sais rien, je ne suis pas compétent directement sur ce dossier. Mais c'est un peu cela dont je veux que vous ayez conscience. Autrement dit, si on veut parler de l'ouverture, si on veut parler de l'avenir, il faut absolument que nous acceptions cette interconnexion entre ces 5 éléments. Ce qui importe, ce n'est pas chacun d'entre eux pris séparément, mais c'est comment ils interagissent dans les décisions que nous prenons. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tout ceci étant, j'aurais dû peut-être le dire quand je parlais d'identité, mais tout ceci étant noyé, qu'on le veuille ou non, même si on a une capacité d'objectivation extraordinaire, même quand on est un scientifique, on est quand même noyé dans un bain culturel à un moment donné de l'histoire, et on ne peut pas y échapper. Mais justement, il faut être clair avec ça, pour ne pas scientifiquement dire des âneries. Mais c'est parfois difficile. On est complètement subverti par la culture dont on est le porteur et l'héritier. En disant cela, qu'il n'y ait pas de malentendu, je ne condamne absolument pas cet ancrage. Il est vital, mais il faut l'expliciter et l'exprimer. Alors, à partir de là, une déclinaison autour de ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a trop tendance, parce qu'on est prisonnier de la matérialité des choses. En l'occurrence, j'allais dire que le capitalisme libéral a été beaucoup plus efficace que le marxisme dans la mise au premier rang des préoccupations humaines de la matérialité des choses. Le matérialisme dialectique est extraordinairement présent dans le capitalisme libéral, et le matérialisme qui nous envahit est un matérialisme, alors certes, qui n'est, je ne suis pas totalement ignare en la matière, c'est pas la même lecture que Marx, évidemment, vous comprenez bien quand on parle de matérialisme. Là, je joue un peu dangereusement sur les mots, mais quand même. Et l'idée est de dire que ce qui compte finalement, c'est l'identité. J'aurais pu dire la culture. On le voit bien aujourd'hui. L'invasion du monde par l'émergence de besoins matériels, voire superflus, l'obsolescence programmée des matériels que nous achetons, en est une extraordinaire indication. Là récemment, je viens de faire un travail pour Aropa sur les exportations de véhicules d'occasion usagés d'Europe vers l'Afrique. Toutes ces choses-là nous disent nous laissent penser que c'est par la matérialité et par le correctif que nous pourrons apporter aux dérives du matérialisme que nous pourrons faire émerger une humanité nouvelle d'une certaine façon. Je crois qu'en fait, le combat d'aujourd'hui est plus, si combat il y a, ça ne veut pas dire combat par les armes, est plus un combat sur l'identité. Parce que justement, la matérialité touche au bout du compte à ce qu'il y a de plus fort et de plus intime en nous. Ce qui est le plus fort et le plus intime en nous, c'est pas d'acheter 3 téléviseurs, c'est pas d'acheter 4 téléphones, même si, dans l'apparence, nous avons l'impression que c'est cela qui commande le monde. Mais j'y reviens, la question, qui suis-je? Où vais-je? Éventuellement, d'où viens-je? Mais ça, c'est un autre problème. Là, en ce moment, je lis beaucoup les romans d'une femme écrivain, une très grande femme écrivain, que certains connaissent peut-être, qui s'appelle Sylvie Germain. Et elle écrit beaucoup dans ses romans sur la monstruosité du monde qui est le nôtre aujourd'hui. Et elle pose tout le temps cette question. Tous ces personnages sont confrontés à cette question, qui suis-je? Bien sûr, elle ne fait pas une démonstration, ce sont des romans. Elle n'est pas en train de nous dire attention, hein, je vous pose la question de qui vous êtes. Non, non, c'est pas ça. Mais confrontée aux catastrophes de Yougoslavie, aux meurtres ordinaires du quotidien dans des régions de France, à l'incertitude sur notre devenir par rapport à nos métiers et autres, sur les incompréhensions familiales. Voilà. Un de ses plus grands romans, c'est Magnus, dont on apprend petit à petit que ce personnage est né dans les bombardements de Hambourg de 1943, où sa mère a disparu. Eh bien, voilà. Mais
quand je veux dire ça, c'est dire finalement, par-delà la réussite matérielle, on bute toujours sur cette question. Et je crois que c'est important que vous ayez ça en tête. Alors maintenant, je décline rapidement, là, la dictature de la mondialisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus rien ne peut être compris si on ne parle pas de la mondialisation. Bah. Encore qu'en français, nous ayons cette chance, c'est qu'en employant le terme mondialisation, nous nous plaçons dans une dynamique spatiale, et non pas dans une dynamique de gestion ou économique de la globalisation ou des systèmes complexes. Nous restons finalement français dans notre langue très terrien. Hein, je veux dire, la mondialisation, c'est le monde hein, global. Le global, c'est quoi le global? On est pris dans un système avec de beaux algorithmes, des systèmes complexes, avec des sous-systèmes, des interrelations, des liens forts, des liens faibles, etc. Les deux sont nécessaires à la compréhension du monde. Mais au moins, nous avons, par la mondialisation, cet échappatoire possible. N'empêche que c'est une dictature. Hein. D'ailleurs, soit dit en passant, la mondialisation permet aussi de cacher, de masquer, de voiler des incompétences. C'est la faute à... Toutes les sociétés ont toujours voulu avoir des échappatoires par rapport à leur propre incurie. Voilà. L'hitlérisme avait trouvé le monde du judaïsme. Ben, peut-être que nous trouvons dans d'autres peuples un exutoire à nos fantasmes et à nos peurs, mais en ce moment, ce qui nous voile la face et nous empêche de voir clair, c'est le slogan « la mondialisation ». La mondialisation. Comme si nous n'avions plus rien à faire qu'à attendre et que cela se passe. Les flux, donc, remplacent le territoire. Oui, nous sommes des êtres de mouvement, de circulation, et nous finissons par perdre, d'où la crise que j'évoquais, notre lien avec la Terre. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous ne sommes pas de purs esprits. En ce sens, et j'y reviendrai volontiers parce que ça éclaire la pensée occidentale, il y avait dans la pensée hébraïque ancienne une remarquable unité de l'être. Dans la pensée juive ancienne, on ne distingue absolument pas ce que la pensée hellénique a introduit tardivement, y compris d'ailleurs dans les traductions de la Bible des Septante en Égypte, c'est-à-dire la distinction philosophique entre le corps et l'esprit, le corps et l'âme. Voilà, j'ai un corps, puis j'ai une âme. Dans la pensée judaïque, et ça peut être un stimulant remarquable pour penser à nouveau notre présence au monde, il n'y a pas cette distinction-là. Et pourquoi je dis ça? Parce que le flux remplace le territoire. C'est comme si d'un côté, il y avait les flux, et puis il y a le territoire qui serait une sorte de corporéité, d'ailleurs que certains condamneraient. Aujourd'hui, quel est l'homme, l'être humain le mieux inscrit dans la société? Je me demande si ce n'est pas le nomade. Mais attention, le nomade qui voyage un jour à New York, un jour à Tokyo, je ne parle pas du nomade contraint par l'exercice de la survie ou la pratique du voyage pour s'assurer tout simplement le fait qu'il puisse vivre. Bien. Alors ensuite, oui, la vie quotidienne de tout un chacun en est impactée, effectivement. Aujourd'hui, nous sommes prisonniers de flux permanents que nous pouvons commander, que nous pouvons orienter, mais aussi que nous subissons. Et nous les subissons de multiples façons quand, par exemple, on décide de remplacer progressivement dans nos sociétés le contact humain par des contacts qu'on va volontiers qualifier de virtuels ou à distance, qui sont du flux de voix, du flux d'images, du flux de texte. Bien sûr, j'en suis un adepte, comme la plupart d'entre nous ici. Je ne peux plus vivre sans ça. Mais en même temps, ce n'est pas sans poser des questions. Est-ce que dans notre vie quotidienne, nous savons, je vais vous paraître probablement décalé par rapport au monde qui est le nôtre, mais respirer, prendre de la vacance, pas des vacances, de la vacance, le temps d'échapper à tous ces flux qui nous enserrent et nous contraignent à la rapidité de la réponse, qui est tout le contraire de l'élaboration d'une vraie réponse mûrie, réfléchie.
Alors, d'où ce que je disais en introduction, le besoin tempéré des territoires. Là, je peux gagner du temps parce que je l'avais déjà introduit par anticipation, mais c'est ce que je vais essayer de démontrer ici. Nous avons besoin de climat tempéré. Ça ne veut pas dire forcément humide et pluvieux comme en ce moment, mais la variabilité des ciels normands, c'est-à-dire que là, maintenant, je fais dans le déterminisme naturel, honni des scientifiques, mais n'empêche, je m'engouffre dans cette brèche. L'impressionnisme, c'est cette extraordinaire saisie de l'instant et de la variabilité. La variabilité qu'on retrouve d'une certaine façon, que les musicologues qui ici me pardonnent cette outrecuidance ou cette audace, presque à la même époque, un petit peu après, chez Debussy, dans la musique, qu'on ne retrouve pas dans les musiques d'aujourd'hui, qui sont le signe, comme l'art d'aujourd'hui, l'art plastique, d'un durcissement du monde. On n'est plus dans les arabesques de Debussy ou d'autres. On est dans la confrontation, on est dans l'anguleux, on est dans une matérialité dont l'art se fait l'expression, y compris d'ailleurs dans certaines danses et dans certaines mises en scène, dans certaines formes d'expression. L'art est toujours, d'une façon ou d'une autre, le reflet des crises qui sont traversées par le monde dans lequel il se trouve. Alors là, maintenant, j'aborde un autre point qui va se développer, c'est que nous sommes prisonniers de ce que nous avons cru, en particulier nous, enfin, on est un peu trop jeunes pour ça, mais depuis le siècle des Lumières, et jusque dans les années 40, post-guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a une universalité de l'être humain. Et il y a des principes universels auxquels nous ne pouvons pas déroger, qui ne peuvent pas être effacés de ce que nous sommes. Or, l'imposition de ces règles et de ces normes, si vous relisez la Charte de San Francisco, la Fondation de l'ONU, de toutes les institutions qui s'en sont suivies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons cru, nos prédécesseurs ont cru, mais nous aussi, je pense, que cette universalité allait de soi. Depuis le XVIIIe siècle et peut-être un peu avant, qu'il n'y avait pas de question à se poser. Voilà. Il y a une unité du genre humain et les droits de l'homme sont universels. Ils ne se partagent pas, ils ne se discutent pas. Nous savons aujourd'hui, 70 ans après, qu'il n'en est rien, que nombre de sociétés humaines d'aujourd'hui et nombre de nos contemporains ne vivent absolument pas, ce sont, selon ces règles, qui ont été le socle sur lequel on a construit l'utopie de l'ONU, dont on voit aujourd'hui que malheureusement elle peine à organiser le monde sur ces bases. Un certain nombre d'États eux-mêmes qui ont signé, forcément, nécessairement, ces documents pour pouvoir entrer, ou parce qu'ils étaient déjà là au moment de la naissance de l'ONU, ça pose un problème. Ça pose un très grave problème. Et ça ne sert à rien de se voiler la face. Même si la majorité d'entre vous, peut-être tout le monde ici, est persuadé qu'il y a effectivement un principe d'universalité de l'humanité, nous ne pouvons pas faire comme si ce principe était la règle de fonctionnement du monde d'aujourd'hui. Ou alors nous nous aveuglons. Et donc, puisqu'on s'aveugle, on ne pourra pas trouver d'éventuelles solutions. Donc la question de l'ouverture et de la fermeture, elle se pose aussi à propos de cette question-là, qui est une question qui est loin d'être réglée aujourd'hui encore. Et donc, ben voilà, j'ai anticipé comment concilier ces deux éléments. Alors maintenant, rapidement, alors là, ça va être très rapide, le scandale des inégalités que j'annonçais, quelques documents. D'abord, ces inégalités, elles naissent d'un rapport de force historique. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions probablement en train de sortir d'un certain état du monde, pour entrer, bien sûr, dans un tout autre état du monde qui va nous poser quelques questions, qui nous pose déjà quelques questions. Le rapport de force, il est né en gros de la domination de l'Europe sur le monde. Ce document, vous le connaissez probablement à peu près tous, quelles que soient les formes qui puissent être les siennes. C'est l'Europe qui a unifié le monde. Je ne vais pas revenir dessus. Je ne dis pas qui a découvert le monde, ça n'a aucun sens.
Mais on continue de le dire. On continue de le dire. Il faut un jour quand même que tous ceux d'entre nous qui ont des responsabilités d'enseignants, d'éducateurs, de parents, nous cessions d'employer des mots qui n'ont plus de sens. Les grandes découvertes. Ben oui, alors des grandes découvertes pour les Européens. Oui, les Européens ont découvert pour eux-mêmes le reste du monde. Mais ni les Incas, ni les Aztèques, ni l'Empire chinois n'avaient besoin qu'on leur dise « Ah, ça y est, on découvre, ah, vous existez !» Voilà. On le sait bien aujourd'hui. La civilisation chinoise a, dans les profondeurs même de l'histoire, été probablement la plus brillante de l'histoire de l'humanité. Et on renoue avec cela aujourd'hui. Quand il y a une quarantaine d'années, Alain Perfit avait écrit, en reprenant une phrase qu'on prête à Napoléon. Personnellement, je n'ai jamais vérifié dans quel texte, quelqu'un l'a peut-être fait ici, Napoléon l'aurait dit, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Enfin, Alain Perfit était assez intéressant là-dessus. On n'était pas encore à la Chine d'aujourd'hui. Donc, ce que cache cette carte, parce que c'est à ça que je veux en venir, c'est que d'une part, l'Europe a non seulement imposé sa loi au monde, ses règles au monde, ses commerçants au monde, ses armées au monde, mais aussi ses idées. Ça, c'est pas forcément mauvais, parce que ces idées, après les avoir diffusées, eh ben, les peuples colonisés s'en sont emparés. Vous nous parlez de liberté ? Chiche. Vous nous parlez d'égalité ? Chiche. Vous nous parlez de fraternité ? D'accord. Et d'où le grand vent des indépendances. Et je crois que derrière ça, aujourd'hui, nous vivons cette fin, la fin de l'Empire européen, si tant est qu'on puisse parler d'Empire européen. On peut le déplorer, on peut le regretter, peu importe. L'important n'est jamais de regarder en arrière, mais de comprendre en quoi l'arrière commande les dynamiques de l'aujourd'hui pour nous aller vers autre chose. Mais derrière ça, et je termine, il y avait aussi, ne l'oublions jamais, une extraordinaire culture du mépris de l'autre. Il n'y a rien de pire dans la crise que nous traversons et cette ouverture-fermeture que de mépriser l'autre. Et ce mépris, nous en subissons le contre-coup aujourd'hui par un certain nombre de propos, d'attitudes, de comportements, y compris dans notre société, qui, malheureusement, de la part de ceux qui le font, parce qu'ils n'ont pas compris que ce n'est pas comme ça qu'il fallait fonctionner, à leur tour, entrent dans une attitude du mépris vis-à-vis d'un Occident décadent, d'un Occident dont on ne peut rien tirer de bon. Je pense là, évidemment, aux terroristes djihadistes qui méprisent, mais radicalement, le monde occidental. Et finalement, ils entrent dans une logique qui a été, en d'autres temps, celle qui a pu coïncider avec l'action des Européens. Bien, alors rapidement, parce que ça, c'est plus connu, c'est le différentiel d'accès aux richesses, source de déséquilibre. Quand on voit une carte comme celle-ci, plus c'est foncé, plus les gens sont riches, matériellement. J'ai dit tout à l'heure ce qu'il fallait en penser. En plus, vous savez bien qu'un certain nombre de prix Nobel contestent ce genre de présentation des choses, traduit en PNB, même quand c'est en standard de pouvoir d'achat, tout ceci n'est pas forcément la réalité des choses. Les écarts pourraient être probablement moindres qu'ils n'apparaissent, en tout cas différents. Et puis en plus, ce genre de carte ne nous montre pas d'autres ruptures qui sont internes à chaque société. En France, allez, 8 millions de pauvres. Si on prend le revenu médian des Français, c'est, je crois, les 2/3 du revenu médian. Aux États-Unis, alors dans toute l'Europe, c'est une quarantaine de millions de pauvres, reconnus officiellement comme tels. Aux États-Unis, ça fluctue entre 30 et 45 millions d'habitants. C'est colossal. Ça ne vous dit rien, ça ne dit strictement rien. On a lissé, on a uniformisé, et les clivages ne se font pas qu'entre États ou entre continents. En plus, ces données sont agrégées par État, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est un instrument. On voit là, d'ailleurs, la limite du fonctionnement du monde en État souverain, au moins pour la collecte des données et leur traitement.
Mais il n'empêche que le décalage est énorme. Ce qui serait intéressant, mais là je n'ai pas eu le temps d'aller vraiment fouiner et chercher, et je ne sais même pas s'il y en existe, c'est de montrer la localisation de ces classements de milliardaires que font maintenant un certain nombre de revues internationales. C'est un peu comme les podiums des Jeux Olympiques, mais en beaucoup moins noble à mes yeux, où l'on va vous dire qu'il y a, depuis l'année dernière, 100 milliardaires de plus en Chine, etc. Et cette localisation de l'extrême richesse, sachant, vous l'avez lu récemment par des travaux dont la presse s'est fait écho, la captation des richesses par 0,1% de la population mondiale, l'accroissement de richesse globale, parce que globalement, l'humanité, on mesure en tout cas une augmentation de la richesse globale de l'humanité et une réduction des situations d'extrême pauvreté traduite en termes matériels, c'est vrai, mais la captation de la croissance de richesse a été énorme par le 0,1% et très faible pour les 20% les plus pauvres. Les inégalités se creusent partout, à toutes les échelles, dans toutes les sociétés, et ça, c'est un moteur à explosion pour l'avenir. C'est inévitable que de tels écarts, un jour ou l'autre, ne se traduisent pas par une explosion. Encore une autre carte qui s'allie à mes yeux, est plus intéressante puisqu'il s'agit du développement humain. Bien sûr, on peut critiquer les différents indicateurs qui sont collectés, brassés, mélangés, pondérés pour calculer cet indice de développement humain. C'est quand même plus intéressant parce que, au bout du compte, la richesse n'a pas d'autre intérêt que de permettre de mesurer comment nous vivons. Et en Afrique, ce n'est pas une surprise, je pense, pour vous, mais même s'il y a une nette amélioration en termes de mortalité et d'espérance de vie à la naissance, une petite fille malienne qui naît aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, a une espérance de vie moyenne. Les statistiques, comme vous le savez, les statistiques ne font jamais des cas individuels, qui est inférieure d'environ 30 ans à une petite fille qui naît au Havre aujourd'hui. Et j'ajouterais, la petite fille qui naît à l'heure où je vous parle aujourd'hui au Havre a en moyenne 30 ans de plus à vivre, mais 30 ans dans de bonnes conditions, pour l'instant du moins, de suivi médical, d'hygiène de vie, d'accès à l'eau potable, au chauffage, à l'eau chaude, à l'éducation, au logement, à la nourriture, etc. Je sais bien, je parle de moyenne, hein, nous sommes bien d'accord. Je parle pas, il y a des cas désespérants, y compris dans les pays les plus riches, mais voilà. Donc, cette espérance de vie, qui est un élément majeur du calcul de l'IDH, nous révèle bien le scandale, c'est d'où mon mot, le scandale des inégalités humaines. Hein. Là, nul ne peut s'en laver les mains. Nous ne pourrons pas dire, si tant est que nous vivions encore longtemps, nous ne pourrons pas dire, nous ne savions pas. De même qu'on ne peut pas dire, nous ne savions pas ce qui se passait en Yougoslavie, nous ne savions pas ce qui se passait au Rwanda. Vous voyez, quand je dis cela, à quoi je fais allusion, c'est il y avait des camps d'extermination, nous ne le savions pas. Certains le savaient. Ils ont fait comme si on ne le savait pas. Mais nous, on ne pourra pas dire ça, au moins. Ça, c'est l'avantage aussi de la généralisation des réseaux. Mais ça, c'est quand même une carte qui est révélatrice de cette situation. Enfin, j'avais dit que je serais assez rapide. Pour aller dans le sens de ce que je viens de dire, ce que Roger Brunet, en son temps, appelait la ceinture dorée, il avait écrit dans un atlas absolument remarquable, mais maintenant un peu ancien, c'était il y a 35 ans, la ceinture dorée de la planète, c'est-à-dire ce monde des zones de non-droit pour les financiers, pour les entreprises. On pourrait y ajouter aussi une réflexion sur les zones franches. Les zones franches, c'est différent, parce que la zone franche, elle a quand même pour but, théoriquement, de permettre de produire, mais de produire hors les lois et les règles de l'État dans lequel elle se trouve. Là, il s'agit uniquement par les paradis fiscaux de brasser de l'argent qui n'a qu'une finalité, c'est de tourner en permanence par des sociétés écrans multiples, de ne pas payer d'impôts. Je vous rappelle, je dis impôts comme tout le monde. La constituante en France, justement, voulant sortir de l'imposition par le roi, avait parlé d'un mot beaucoup plus juste,
en démocratie, qui est celui de contribution. Il s'agit là de tous les mécanismes par lesquels les sociétés les plus riches, les personnes les plus riches, refusent de contribuer à la dépense publique qui doit théoriquement servir à l'élévation du bien-être collectif. Pour revenir à des faits d'actualité, l'opinion publique française ne peut pas décemment demander plus de gardiens de prison, plus de prisons, plus de personnel dans les écoles, plus de magistrats, plus d'infirmières, plus d'aides-soignantes. On pourrait continuer longtemps, et en même temps dire « je suis matraqué fiscalement », ce qui est d'ailleurs paradoxal, puisque on voit même des personnes qui ne contribuent pas sur leur revenu, mais qui parlent de matraquage. C'est quand même un glissement qui n'est pas subtil de la pensée. Mais dans les médias, ça passe très bien. Enfin, je ne sais pas si ça passe très bien, mais en tout cas, ça passe. Donc, là, vous avez une cartographie des lieux, parce que, qu'on le veuille ou non, et c'est pour ça que je parlais de mondialisation tout à l'heure, qu'on le veuille ou non, même ce qui est virtuel, à un moment ou à un autre, a besoin d'un point de chute, d'une territorialité, d'un ancrage. Il faut bien une boîte aux lettres, un bureau d'avocat, une société écran, et puis de toute façon, cet argent-là revient bien par tous les moyens possibles et imaginables dans le circuit visible, apparent, légal, pour circuler aussi. Alors, je crois que tout ça, il faut l'avoir en tête. Vous l'avez en tête, mais c'est pour ça que je voulais le rappeler. Puis je termine par ceci, c'est que il y a une concentration spatiale du pouvoir. Bien là, c'est une étude, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, les villes alpha, bien c'est déjà un peu ancien. C'est des calculs extrêmement savants, il y a plein de bureaux d'études et d'universités qui travaillent là-dessus, sur ce qu'on appelle les villes-mondes. On avait fait ici, mais je ne sais plus quand, une conférence sur les villes-mondes, mais je ne me rappelle plus très bien quand. Peut-être certains y avaient assisté, mais bien. C'était Olivier Mongin. Voilà, bien. Et vous voyez que Londres, New York, bien moi je conteste ce classement, parce que sur d'autres critères, on n'aurait pas exactement le même classement, mais bien, peu importe. Il a le mérite d'exister, et les autres, bien que différents, vont dans le même sens. Paris est fort bien placé, d'ailleurs, soit dit en passant, ce qui d'ailleurs distancie le regard qu'on peut porter sur notre pays, comme si finalement, à l'échelle mondiale, la France, c'était Paris. Comme si Paris et le désert français de 1947 était oublié depuis belle lurette, et qu'il fallait absolument développer, concentrer encore plus, ce qui est le cas pour la recherche, soit dit en passant, ce qui n'est pas pour les emplois de commandement. L'attractivité de Paris fait que Paris reste une des grandes villes-mondes. Hein. Quels que soient les classements, elle est toujours dans les 5, non, toujours dans les 10, parfois dans les 5 premières villes du monde. Bien. Mais là, cette concentration du poids, petite anecdote peut-être par rapport à mon propos, mais je ne sais pas si vous le savez, mais c'est à la Défense que vous avez en Europe le plus de mètres carrés de bureaux de sièges sociaux d'entreprise. La finance, c'est Londres. Ça, là, Paris va essayer de grappiller et Brexit aidant. Mais en termes de siège social d'entreprise, c'est Paris qui vient avant Francfort et avant Londres. Mais bien. Mais ça n'empêche que ça pose un problème, cette concentration, cette hyper-concentration du pouvoir. Dans des tours qui, et là, à l'échelle, à la très grande échelle cartographique, hein, de proximité, à celle du plan d'architecte quasiment, sont des lieux clos, des lieux fermés, des lieux enclavés. On va y venir tout à l'heure. Bien. Ben oui, bien sûr, j'oubliais. Le résultat de tout ça, ce sont les migrations humaines. Bien, mais là, c'est un sujet qui est tellement connu de vous, tellement étudié, tellement analysé. On l'analyse sous le côté de la monstruosité des morts en Méditerranée et ailleurs, mais tout ce que je viens de dire conduit à ça. C'est-à-dire que les déséquilibres qu'il y a, le scandale des inégalités, est un appel aux mouvements migratoires. N'oubliez pas que les mouvements migratoires, ils sont, pour l'écrasante majorité d'entre eux,
des mouvements liés aux conditions de survie, ou de vivre mieux, du vivre mieux. Je crois qu'il faut qu'on cesse ce que certains colportent et véhiculent. Des gens comme Kingsley, nous avait montré Olivier Jobard, ici, il y a 2-3 ans. Kingsley était là. Qui risquent leur vie, qui mobilisent tout l'argent de leur pauvre famille pour partir vers l'Europe, ils ne le font pas pour le plaisir. Ils ne le font pas pour le plaisir. Ils savent très bien ce qu'ils risquent. Et ils le font quand même. Comme ceux qui, il y a quelques années, maintenant heureusement ça a disparu, se glissaient dans les trains d'atterrissage des avions, au péril évidemment de leur vie. Donc, cessons. Après qu'on trouve des solutions, qu'on dise que on ne peut pas recevoir toute la misère du monde, on ne peut pas, etc. Ça, c'est un autre problème. Mais qu'on ne fasse pas peser sur des gens qui jouent leur vie pour vivre mieux ou survivre la critique qu'ils feraient cela pour les intérêts, les avantages, voilà. Alors, la fermeture et ses paradoxes. Je vais vous proposer maintenant quelque chose de théorique que j'avais, comme l'a dit Bruno tout à l'heure, commencé à travailler il y a longtemps et que je continue d'affiner. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes de fermeture. Donc là, il y a une rupture dans mon propos, on a vu la globalité, maintenant on va entrer un peu plus dans la fermeture, on reviendra à l'ouverture après. Si on veut bien regarder ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, vous avez là des sociétés humaines, des territoires qui, c'est ce que j'appelle la fermeture primaire, l'isolat, une écoumène fragmentée, c'est notre histoire, à nous, humanité. Un groupe ici, un groupe là, un groupe là. On sait vaguement, puis il y avoir un groupe pas très loin. On reste dans une sorte de proximité, contrainte par la nature, contrainte par l'énergie, contrainte par les forces, contrainte par les instruments. On ne s'éloigne pas trop, et quand on s'éloigne, c'est parce que sur place, il n'y a plus rien, on a tout épuisé. On a épuisé les ressources. Ou alors, parce qu'il y a eu la tragédie d'une épidémie, et on ne veut pas rester dans les lieux de cette épidémie, rarement par curiosité. Encore que la curiosité soit un moteur de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, tiens, il y a une colline, il y a une montagne, si j'allais voir ce qu'il y a de l'autre côté. En ayant peur, bien sûr. Comme Christophe Colomb et ses hommes ont eu peur en partant à la traversée de l'Atlantique. Parce que sur quoi est-ce qu'on allait déboucher? Et est-ce qu'on n'allait pas tomber dans le vide, dans les abysses? Et alors, cet isolat se traduit par des sortes de lignes de fragmentation du monde. On s'ignore, on ne se connaît pas. C'est le mythe aussi de Babel, hein. C'est intéressant le mythe de Babel pour ça. Il n'est pas propre à la Bible, hein, partout. Il faut expliquer pourquoi il y a cette diversité dans l'humanité. Donc voilà. Alors on peut dire que c'est une révolte contre Dieu, contre les dieux, mais c'est aussi une façon d'essayer d'expliquer pourquoi cette langue unique a disparu et que cette humanité s'est fragmentée, morcelée, etc. Et puis cet isolat, il peut se terminer par ça. C'est-à-dire que tel ou tel groupe, pour des raisons extrêmement variées, prend de l'ampleur démographique, va plus loin, fait main basse sur d'autres groupes. Il y a une très belle histoire dans l'histoire de Rome. Quand Rome est fondée, selon la vieille mythologie romaine, oui, mais c'est bien gentil, on s'installe à Rome, quelque part sur les flancs du Palatin peut-être. Oui, mais il n'y a pas de femmes. C'est la première ressource, pardonnez-moi. Hein. Mais non, c'est la première ressource, donc on va aller voir pas très loin en fait. Hein. Non, il ne faut pas imaginer que les Sabins étaient très loin. Hein. Et on va enlever quelques Sabines pour que Rome devienne maîtresse du monde. Et ça, c'est de la réécriture post-gloire de Rome, évidemment. Et ça, c'est un peu l'histoire de l'humanité. Hein. Fermeture, morcellement, des isolats. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui des isolats?
certains disent, oui, chez des groupes Dayak, peut-être certains groupes indiens de la gigantesque Amazonie. En Afrique, il y a belle lurette que les pygmées ne sont plus isolés. Enfin, c'est à un autre niveau qu'on peut parler d'isolat, mais on peut plus. Aujourd'hui, il n'y a plus les Inuits. Bien, aujourd'hui, d'une certaine façon, c'est terminé. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a de nouvelles formes d'isolement, de mise en isolement, en isolation, si on veut. Mais l'isolat, au ce sens, a disparu. Il y a un processus quand même d'unification du monde qui est à l'œuvre. Hein. Il n'y a pratiquement plus. Le temps des grands explorateurs est quasiment terminé. Au XIXe siècle, on confondait explorateur et géographe. Aujourd'hui, c'est fini. Un géographe n'est plus un explorateur. C'est un homme de terrain, certes, mais qu'est-ce qu'il explore? Il explore, si, les mystères du développement urbain ou de la transformation des campagnes. Mais... Alors, deuxième fermeture, moi j'appelle ça l'inclusion. Alors, je mets un mouvement dynamique, mais comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. C'est un monde de territoire d'archipel. Ça, c'est plus d'actualité. Vous avez un territoire, dans le monde, là, le monde c'est l'ellipse, hein, bien sûr, comme tout à l'heure. Vous avez un territoire, et puis il a regardez, il y a un petit bout de ce territoire qui est dans un autre territoire, qui est inclus dans ce territoire. Alors, ça peut être, par exemple, les Hautes-Pyrénées. Il y a 2 enclaves des Hautes-Pyrénées dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Il y a une enclave catalane, l'enclave de Livia, qui est dans les Pyrénées-Orientales. Je dis catalane ou espagnole, je veux choquer personne. Hein, mais bien, maintenant, il faut faire attention quand on dit les choses. Et puis, les ambassades. Vous savez qu'il y a un principe de droit international. Une ambassade, c'est quand vous entrez dans l'ambassade d'un pays, vous n'êtes plus en France. Vous êtes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Congo. Voilà, vous êtes sorti du territoire national. Vous n'êtes plus. Voilà. Et l'ambassadeur dans sa voiture, fanion déployé, ça c'est extraordinaire. C'est du territoire mobile. Ça, c'est de l'inclusion mobile. Hein, voilà, bien. Mais c'est aussi le schéma qui représente les multinationales. Vous avez Total, société dite française, mais des inclusions comme ça, elle en a partout dans le monde. Alors bien sûr qu'ils respectent la loi des pays, là on n'est pas dans un principe d'extraterritorialité. Mais les liaisons fortes se font, vous voyez, il y a des liaisons faibles, mais les liaisons fortes se font avec le siège social. Pareil pour les banques, pareil pour les compagnies aériennes. Voilà. On est là dans une logique qui est une logique de fonctionnement de notre monde. Mais une logique aussi, vous voyez, de dialectique, fermeture-ouverture. Sauf que moi, j'insiste sur la fermeture, parce que si vous allez à travers le monde, vous n'entrerez pas comme ça, ni dans le siège social de Total, ni dans tel ou tel site de Total. Vous ne pourrez pas y entrer. Il y a des portes, il y a des barrières, il y a des murs, il y a des frontières, en quelque sorte, même si elles ne relèvent pas de la souveraineté mondiale. Le monde fonctionne aujourd'hui sur ce principe de l'archipel. Nous sommes un monde d'archipel. La France est un archipel, même au sens propre du terme, puisque la Polynésie française, Mayotte, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy, Clipperton, Kerguelen, etc., qui sont éparpillés à travers le monde. Et il n'y a pas que la France, d'autres fonctionnent comme nous. Hein. Donc, cette logique du monde en archipel est intéressante parce qu'elle prouve bien qu'il n'y a pas de continuum, ou plus exactement, je change mon propos, excusez-moi, il y a un continuum, mais il n'y a pas de contiguïté. C'est toute la différence entre continuité et contiguïté. La Nouvelle-Calédonie n'est pas contiguë à la métropole, mais elle est en continuité territoriale. Au moins, le principe dit de continuité territoriale. Troisième modèle, ce que j'appelle la clé de voûte. La clé de voûte, on y entre, mais aussi on en sort. Regardez le sens des flèches. Ça, la clé de voûte, c'est le principe qui, pour moi, est aujourd'hui la représentation du pouvoir.
La clé de voûte, c'est ce qui fait tenir, vous le savez bien, la voûte d'une architecture. C'est la pierre, dans un autre vocabulaire, la pierre d'angle. C'est quoi la clé de voûte? C'est la Maison Blanche, c'est le Kremlin, c'est la Cité interdite en d'autres temps, Versailles en d'autres temps, l'Élysée. Toute forme de lieu d'où s'exerce, d'où part le pouvoir. Mais c'est aussi l'autre image des multinationales que j'évoquais tout à l'heure, qui sont souvent bien plus puissantes que les États, et qui fonctionnent non seulement sur le modèle de l'archipel et de l'inclusion, mais aussi sur le modèle de la clé de voûte. Tout tient, et on le voit bien, quand un PDG célèbre meurt, tout de suite, le doute plane sur l'avenir du groupe qui sera le sien. Ce principe de clé de voûte, il peut se poser même à l'échelle de proximité. Ouah, c'est quoi notre clé de voûte? Moi, je dirais volontiers, c'est le port. Est-ce encore le port? Oui, probablement. Sauf que de plus en plus de Havrais ne travaillent pas dans le port et ne vivent pas directement du port. Indirectement peut-être. Donc les architectures territoriales imposent cette fermeture. Le principe de transparence qui nous sied dans la démocratie qui est la nôtre ne peut pas être absolument un principe de transparence. Nous n'allons pas tous assister au conseil d'administration ni au conseil des ministres. Ceux d'entre vous qui ont des responsabilités, vous savez très bien qu'on ne peut pas prendre un certain nombre de décisions sous le feu des projecteurs, sous le feu de la rampe, dans une sorte d'agitation qui nuit à la prise de décision. Toute prise de décision est un choix. Ce choix, il faut l'assumer. Après, on l'assume, y compris dans le conflit. Mais il y a un principe qui veut que les négociations diplomatiques, on ne peut pas faire de négociations diplomatiques à tout vent. Quand un certain Trump ose qualifier mes chers pays africains de pays de merde, comment voulez-vous ensuite que les choses puissent évoluer et avancer? C'est totalement impossible. Donc, cette fermeture, elle a sa raison d'être. Après, regardez les flèches. Ça impacte. Et on pourrait faire des flèches de contre-courant à nouveau, de négociation, de débat, voilà. Un autre modèle d'enfermement, de fermeture, la fermeture que j'appelle protectrice. Regardez là, il n'y a pas des flèches de sortie. Il n'y a que des flèches d'entrée. Je vais y revenir après, vous verrez, en déclinant ces types. C'est important, c'est dire que toute société a besoin de lieux d'enfermement. Nul ne peut contester qu'il ne peut pas y avoir de société qui ne pratique pas la mise hors nuisance de ceux qui, par leurs actions, portent tort au corps social dans son ensemble. C'est le principe de la prison. Mais c'était aussi le principe du goulag. Roger Brunet, j'y reviens, qui a été un des plus grands géographes et penseurs, il est très âgé maintenant, du XXe siècle, avait fait des travaux de recherche absolument fascinants post-communisme sur le fonctionnement du goulag. L'archipel du goulag. Là, ce n'est pas de l'enfermement dans une maison d'arrêt ou une centrale. C'est de l'enfermement sur des dizaines, voire des centaines de milliers de kilomètres carrés à l'échelle de la Russie. C'était le principe de l'exploitation de la main-d'œuvre par les nazis à travers toute l'Europe. Il y avait des gisements de main-d'œuvre. Je fais exprès d'être cynique. Et il fallait les amener. Vous savez que Eichmann, c'est l'exemplarité même du logisticien parfait. C'est ce qu'il a dit. Vous avez peut-être vu certaines des images de son procès en 1961 à Jérusalem. Les services secrets israéliens avaient été le chercher en Amérique latine. C'est un des rares criminels de guerre qu'on a pu aller rechercher en Amérique latine. Et pendant tout son procès, il y a un film qui s'est appelé Le Spécialiste. Non, moi je suis spécialiste des trains. Moi je fais, voilà, les flèches elles marchent bien. Moi on me demande, il faut 10 000 personnes, tel jour, telle heure, alors il faut que je m'arrange pour qu'il y ait des wagons, des motrices,
qu'on en mette un petit peu plus, que s'il y a eu des bombardements, on puisse trouver des voies de... Voilà. Tout son process a été ça. Moi, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Je suis le vrai grand spécialiste de la logistique. Voilà. Voilà où ça peut conduire aussi des dérives de ce genre. Et alors, ce modèle-là, il fonctionne parce que c'est à la fois protecteur, mais c'est aussi destructeur. On se protège, pour prendre un vocabulaire à la Audiard, des malfaisants, comme il dit dans ses films, dans certains de ses films, malfaisants. Mais en même temps, on détruit des pans entiers de l'humanité en les exploitant comme une matière première qu'il faut détruire. Cette ambiguïté, elle est tragique. L'enfermement, c'est aussi ça. Ça, c'est un peu plus d'actualité. Ça correspond plus à notre monde. Voilà notre monde des réseaux. Lignes aériennes, lignes maritimes, transport ferroviaire, autoroute, métro, lignes de bus, tout ce que vous voulez. Réseau Internet. Puis au milieu, vous avez comme en tricot les mailles. Souvent, le vocabulaire de nos contemporains est défaillant. Les gens pensent que la maille, c'est le fil. Non, la maille, c'est ce qu'il y a entre les fils. C'est ça la maille, au sens territorial du terme. Et vous avez des mailles qui sont mises à la marge, qui sont mises à l'écart, qui sont enfermées. Elles sont délaissées. Elles sont délaissées par les réseaux. Pendant longtemps en France, le Massif central. En Afrique, n'en parlons pas. Là, c'est mon cœur d'étude. Enfin, vous avez des dizaines de millions de personnes qui n'ont accès à rien parce que il y a pas de route. Pas de route. Il y a éventuellement une vague piste, et encore, en saison des pluies, elle peut être... on connaît bien ceux qui ont travaillé en Afrique, c'est vous faites 30 km en 2 heures ou en 3 heures, bien, vous avez une crise cardiaque, c'est même pas la peine. Et on rejoint notre IDH de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez une appendicite aiguë, vous avez un accouchement qui se passe mal, vous avez ça, c'est fini pour vous, c'est totalement fini. Même pas la peine d'escompter quoi que ce soit. Voilà. Donc ces mailles délaissées, alors aujourd'hui, dans nos pays, on voit bien l'évolution. La maille délaissée, c'est celle qui n'a pas le 4G. C'est 4G ou même peut-être maintenant 5G, non, je fais exprès. Il y a des zones blanches, comme on dit. Je trouve ça extraordinaire, ce vocabulaire. Là, il faut que tout le monde ait... bientôt, il n'y aura plus... Ça, ce schéma-là, dans l'esprit de la virtualité conquérante, ça n'existera plus. Il n'y aura plus de mailles délaissées. Mais pourquoi pas, après tout? J'en ris un peu comme ça, mais de toute façon, ça ne sert à rien, voyez-vous, de dire non, il ne faut pas. Il y a des dynamiques historiques qui sont tellement puissantes que vous êtes balayés. En plus, l'innovation apporte aussi son lot de bien-être et de mieux-être. Mais il y a encore malheureusement, en France, des territoires ruraux qui perdent des habitants, qui n'ont plus d'école, qui n'ont plus de collège, qui n'ont plus de médecins, qui n'ont plus d'infirmières, qui n'ont bientôt plus de services administratifs, un jour qui n'auront peut-être plus de postes. Voilà. L'enfermement, cette fois-ci, par la négative. Et puis, il y a une autre forme d'enfermement moderne, celle que, au Havre, nous avons la chance de ne pas trop connaître, mais qui malheureusement fait souffrir des dizaines de millions de nos contemporains partout dans le monde, c'est la congestion. Ah oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des nœuds, il y a des routes, il y a des carrefours, il y a des grandes plateformes, il y a des grandes villes, il y a tout ce qu'il faut. Et vous passez 3 heures dans votre voiture enfermé. Qui plus est, en absorbant des substances hautement toxiques qui vont raccourcir la vie collective de nos contemporains. Et vous ne pouvez pas éviter cette situation de congestion. Donc, je crois qu'il faut que j'accélère, parce que je viens de m'apercevoir qu'il était plus tard que ce que je croyais. Alors là, rapidement, tant pis, parce que je voudrais quand même aller vers la conclusion avant qu'il soit trop tard et que vous puissiez parler. Là, j'ai voulu décliner pour que vous compreniez ce que ça pouvait vouloir dire à notre échelle personnelle. Là, j'ai parlé aux échelles collectives. Mais voyez, un constant aller-retour entre fermeture et ouverture.
Le modèle de l'isola que je vous ai présenté tout à l'heure, chez nous, ça peut être l'oasis, la clairière, l'île. C'est-à-dire c'est des faits qui physiquement nous amènent à être isolés. Mais être isolés d'une certaine façon parce que nous le voulons bien, parce que nous le souhaitons, parce que nous voulons nous isoler. Alors, je ne vais pas dire qu'on s'isole sur l'île de Ré, je crois qu'aujourd'hui c'est plus difficile, mais et dans la littérature, regardez ces exemples de fascination pour les grandes clairières, dans les forêts, ou pour les oasis, de toute cette littérature sur le désert, le calme, la tranquillité, d'avant bien sûr les mouvements djihadistes. Mais on est là, à l'échelle de chacun d'entre nous, dans la volonté qu'il y a à la fois de chercher l'isolement, mais en même temps aller et retour. On n'est pas verrouillé, on n'est pas fermé. Et tout le monde n'a pas les moyens, les instruments de jouir de cette possibilité de s'isoler. Il y a des isolements qui, eux, sont bien sûr terribles, qui peuvent même conduire, on le voit dans les actualités régulièrement, à des décès, 5 personnes déçues au bout de 8 jours, au bout de 15 jours, tiens, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, la clôture pépinière. Alors, j'ai mis quelques mots, bien, je ne vais pas avoir le temps de m'expliquer surtout, on pourra s'en expliquer pour ceux qui le voudront, mais l'école, le monastère, la caserne, le musée, la scène. Je vais simplement, il y a des choses qui sont évidentes. C'est-à-dire qu'on est dans des lieux clos. Hein. On est dans des lieux clos, des lieux fermés, mais dont on sort. On y entre et on en sort. Mais il se passe une sorte d'alchimie dans ces lieux. On se forme. La caserne, quoique ça déplaise probablement à un certain nombre parmi vous, c'est un lieu où la société forme ceux qui sont censés assurer sa sécurité et sa défense contre des menaces intérieures ou des menaces extérieures. Bien, je ne vais pas tout dire. La scène. Avez-vous jamais songé que lorsque vous allez au spectacle, c'est absolument extraordinaire ce qui se produit? Vous sortez de chez vous, vous venez de votre travail, vous êtes dans les encombrements, dans les brouhahas, les agitations, le froid, la pluie. Vous entrez dans une salle, la salle se ferme. Et là, vous êtes dans un autre univers. Vous êtes dans un autre monde. Vous ne pouvez pas... Bien sûr qu'il y a les spectacles de rue, je le sais. Et il y a une volonté aujourd'hui de diffuser, et de plus en plus, la création à l'extérieur. Il me semble quand même que cette fermeture du cinéma, cette fermeture du théâtre ou du spectacle du vivant, nous permet de plonger dans une sorte de nouveau monde, d'autre monde, un autre imaginaire, un autre... récemment, il y a eu là, au volcan Romeo Castellucci et Democracy in America, bien, quand vous êtes dans ce monde fermé, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. Vous sortez horripilé, énervé, angoissé, torturé ou heureux, mais voilà. Donc, c'est à ça que je fais allusion quand je parle de la clôture pépinière. Parce que c'est là qu'on va nourrir, reproduire, avancer, faire avancer, et nos sociétés fonctionnent sur ces lieux-là. Mais je me garderai bien, et je ne l'ai pas employé, d'utiliser le mot qui est aujourd'hui galvaudé de sanctuaire. Un sanctuaire, c'est toujours gênant, parce qu'un sanctuaire, on est dans une logique de la mise à distance. Là, on n'est pas dans une logique de la mise à distance. Je vais continuer dans la métaphore religieuse, on entre de pain pli, on communie avec. J'aurais pu mettre la bibliothèque, etc. La clôture d'exclusion. Ghetto, asile, prison, cimetière. Alors, le ghetto, vous savez que c'est un nom de quartier de Venise. On enfermait les Juifs le soir, on ouvrait le jour. Les Juifs géraient leurs affaires dans le ghetto de Venise, mais la société de Venise avait besoin d'eux. Elle ne pouvait pas vivre sans eux. De même que le pape, dans le comtat venessin, avait hébergé, en particulier après la décision de Saint-Louis au XIIIe siècle de chasser ou de pourchasser les Juifs de France, beaucoup ont été recueillis, accueillis, ce qui donne une image un peu curieuse de l'antisémitisme catholique.
on les appelait les Juifs du pape. Et ça a duré jusqu'en 1791. Et grâce à la Révolution, ils ont pu regagner largement et librement et s'insérer dans la République. On est là dans des sortes de processus, donc protecteurs, mais comprenez bien ce que j'appelle d'exclusion, pardonnez-moi, d'exclusion, mais le ghetto, c'est compliqué parce que le ghetto, c'est aussi une façon de... La société se protège de vous, tout en ayant besoin de vous, mais vous, finalement, vous gérez vos affaires comme vous l'entendez, à l'intérieur de cette protection. Je ne parle pas évidemment du ghetto de Varsovie. Encore que les nazis les fait fonctionner sur ce modèle-là, puisqu'il y avait un gouvernement du ghetto de Varsovie par les Juifs eux-mêmes. Bien, le cimetière, je veux dire, qu'est-ce que vous parlez du cimetière? Oui, parce que c'est très intéressant les travaux qui ont été faits sur la façon dont les sociétés pratiquent la mort et situent la mort, et localisent la mort, et construisent la mort. Donc, on est là dans une exclusion de l'espace public ordinaire. La plupart des cimetières ferment la nuit, d'ailleurs, hein, encore aujourd'hui. Bien, je ne peux pas en dire plus, mais c'est pour que vous compreniez un peu l'état d'esprit de ma recherche. La clé de voûte, alors le château, la cité, le gisement, la manufacture, la plateforme, ça c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le pouvoir, ce sont des lieux clos, mais des lieux qui insuffle au reste du monde, un petit peu comme le cerveau, si vous voulez, qui commande l'ensemble de nos actions et réactions. Et puis la maille, bien, là il y a différents noms, je crois que j'ai plus le temps d'en reparler ici. La maison quand même, juste un dernier mot, la maison ou l'appartement, peu importe, ça c'est le lieu où chacun pense être maître chez lui, maître de lui. Ce n'est pas toujours vrai, parce que les conflits de voisinage sont parmi les motifs les plus fréquents de conflits qui viennent devant la justice. On le voit bien. Mais on est bien là dans cette logique de « je rentre le soir, ouf ». Tout le monde ne dit pas ça, mais en général. Bien. Et on repart, on en a besoin, et on revient. Et là, on a ses repères, ses habitudes. Daniel Reger vous disait il y a 15 jours quelque chose de très fort. Vous vous rappelez, cette dame, ses enfants ont installé des petits voyants lumineux par terre pour que la nuit, elle puisse aller à ses toilettes sans se perdre. Et au contraire, ça a complètement détruit son rapport à l'espace. Parce que la nuit, dans le noir, elle connaissait tout son appartement et elle savait très bien où aller. À partir du moment où elle dit « mais qu'est-ce que c'est ces lumières, à quoi ça sert ?» Vous vous rappelez, Daniel nous avait montré ça, c'est un très bel exemple. Bien. Alors, maintenant, il reste 2 schémas à vous montrer, donc il faut que j'accélère impérativement. Je vais les construire devant vous. L'ouverture-fermeture, vous partez d'une humanité dispersée et vous arrivez à une humanité concentrée. Concentrée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des formes de dispersion. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le grand phénomène, et ça fait partie de la crise de civilisation dont je parlais tout à l'heure, hein. Crise de civilisation, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 100 ans. Nous n'en verrons pas la fin de cette crise, avant qu'émerge quelque chose d'autre. C'est la métropolisation. Et quand je dis métropolisation, je ne parle pas de Rouen métropole, de Lille métropole, de Bordeaux métropole, de Toulouse métropole, qui à l'échelle mondiale sont des nains. Hein. Je parle des métropoles qui ont 35 millions d'habitants, 45 millions d'habitants. Alors, au départ, 2 grandes disparités, les diversités humaines et les disparités naturelles. Et 2 éléments qui vont commander l'évolution de l'humanité, ce que j'appelle le conflit enracinement-mobilité. Je suis chez moi, qu'est-ce que tu viens y faire? Mais oui, je suis obligé de partir parce que même moi, qui ne veux pas que l'autre vienne chez moi, il faut que j'aille chez l'autre parce que sinon je vais mourir. Et puis, la mise en valeur sélective du monde, du territoire, de l'espace. À partir de là, on entre, à partir d'une humanité dispersée, dans une ligne directrice de toute l'histoire qui est l'extraversion. L'humanité est fondamentalement extravertie. Elle se tourne en dehors. Elle ne peut pas, sauf des sociétés qui pratiquaient par exemple l'endogamie, il y en a eu, et il y en a encore dans le monde, mais l'humanité, dans son histoire, a découvert les mérites de l'exogamie, l'avantage de l'exogamie, et donc de cette extraversion.
qu'on cesse d'être tout le temps le même avec le même, parce que le même avec le même, ça conduit à la disparition, à la mort, hein, à l'extinction. À partir de là, deux problèmes, le problème du pouvoir et des conflits, qui sont bien sûr immédiatement reliés, et arrive ce que certains attendaient peut-être, ça arrive un peu tard, mais c'est pour jouer place tout ça, les frontières. Les frontières, cette fois-ci, qui se figent, qui se fixent, et dont nous voyons bien aujourd'hui qu'elles ne sont pas éternelles. Elles ne sont pas éternelles. Le scénario le plus probable de l'Europe de demain, quand je dis demain, je ne peux pas vous dire quand, c'est ce que certains appellent l'Europe des régions. Ce que d'autres appellent négativement l'Europe des féodalités médiévales. Alors, grand retour en arrière. Peut-être, peut-être pas. L'évolution que la France a connue plus tardivement que d'autres sur la décentralisation, et qui maintenant va de plus en plus loin, et va aller de plus en plus loin probablement, que connaît l'Espagne, que connaît l'Italie, alors l'Allemagne était déjà installée depuis un certain temps, peut-être le Royaume-Uni, avec l'Écosse, qui a déjà une forte autonomie quand même. En France, on n'en est pas encore là. Hein. Il n'y en a pas un Parlement d'Écosse, ni en Bretagne, ni en Lorraine. Voilà. Que l'Afrique connaît. Problème des frontières. Une frontière est toujours artificielle. Là, elles ont été imposées par l'Europe. C'est là qu'est le problème. Il y a plus d'un siècle. Elles ne correspondent plus aux réalités de l'Afrique d'aujourd'hui. Mais les chefs d'État ne veulent pas y toucher. Ils ne veulent surtout pas y toucher. Parce qu'ils ont peur de perdre l'assise qui leur garantit le pouvoir, et pour certains, à vie. Vous voyez très bien que s'insinuent dans mon propos des attitudes individuelles qui sont très éloignées des grandes considérations philosophiques sur la construction des États et la légitimité des États. On continue dans la construction. Oui, alors là, les flèches, les frontières, elles étaient déjà incluses, je le remets pour mémoire, dans les disparités et diversités. Mais elles n'étaient pas figées, elles étaient floues. L'humanité a longtemps vécu dans des frontières floues. Des frontières, c'est-à-dire des lignes d'affrontement, mais qui n'étaient pas figées. Nous sommes dans un monde de lignes d'affrontement figées à un moment de l'histoire. Mais comme les dynamiques changent, les frontières doivent changer. Il ne peut pas en être autrement. Alors, lié à ça, concentration du pouvoir, concentration de la richesse, des discontinuités qui résultent des frontières, mais qui résultent aussi des processus de concentration du pouvoir et de la richesse, et qui conduisent à fragmenter, fracturer, fissurer le monde, mais pas nécessairement sur les frontières. Nos frontières à nous ne coïncident pas nécessairement avec les frontières qu'on voit sur les cartes ou dans les États. Je crois que j'avais déjà raconté, mais ça c'était donc la fois où j'avais fait mon exposé, il y a peut-être 7 ans ou 8 ans, je ne sais plus. Quand je suis arrivé au Havre et que je cherchais une résidence au Havre, enfin à m'installer au Havre, des gens qu'on rencontrait comme ça, inconnus, mais par le biais des enfants à l'école. Surtout, vous n'allez pas de l'autre côté du rond-point. Voilà une frontière. C'est radical. Le côté du rond-point, c'est je ne sais pas, c'est le Bronx, c'est la jungle, c'est... Voilà. Alors, comme j'ai un peu l'esprit de contradiction, je suis allé de l'autre côté du rond-point pour voir, et j'y suis encore. Bien, alors, je voulais introduire 2 éléments pour expliquer cette mutation, parce que je n'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, et c'est capital, c'est les progrès scientifiques, découvertes scientifiques et innovations scientifiques. On ne peut rien comprendre à ce que j'ai dit aujourd'hui, et donc à ce schéma, si on n'introduit pas à un moment ou à un autre du processus, le processus, alors là, le plus radicalement constant de l'humanité, c'est la capacité de découverte. La capacité du génie humain à découvrir et à appliquer, c'est-à-dire à innover. Ceux qui disent aujourd'hui « arrêtons les recherches dans tel ou tel domaine » ont tort. C'est le scientifique que je suis qui le dit, ont tort. Qu'on ne fasse pas n'importe quelle recherche, ou plus exactement,
qu'on ne cadre pas les recherches, ça, évidemment, les recherches doivent être cadrées. On ne peut pas l'admettre, il faut les cadrer. Mais dire qu'on va arrêter, c'est pas possible. Il en va même de notre dynamique. Enfin, si nous n'avons plus le souffle créateur, le génie de l'innovation, nous disparaissons. Et ça contribue à cette concentration avec l'affirmation du primat de l'économie, parce que les recherches coûtent de plus en plus cher et mobilisent des forces humaines, des compétences dans des synergies. Rares sont les savants aujourd'hui isolés. C'est très, très, très rare, et ça le sera probablement de plus en plus. Ça ne veut pas dire que dans une équipe, il n'y en a pas un qui aura une intuition qui va se révéler absolument géniale, que les autres n'auront pas eu, mais ils travaillent en équipe. D'où la gêne quand on parle des prix Nobel. Un prix Nobel n'est jamais prix Nobel tout seul. C'est faux, c'est pas vrai. Il est prix Nobel par les équipes avec lesquelles il a travaillé, qu'il a dirigé, qu'il a animé. Et là, on arrive à la fin de ce schéma. Les polarités du monde, avec dépendance et prédation qui continuent de fonctionner, sur cette humanité concentrée, qui a pour but, je suis obligé d'accélérer, une vulnérabilité environnementale et une pression migratoire. Voilà où nous en sommes. C'est un balayage rapide de l'histoire de l'humanité. Il y a des retours en arrière, il y a des choses qu'il faudrait affiner, nuancer. Mais en tout cas, ce phénomène-là explique largement la crise. Nous sommes dans cette crise-là. Nous vivons un autre monde. Et alors, pas des solutions, parce que je n'aurai pas l'outrecuidance de vous proposer des solutions. Non, alors je vais passer là-dessus, excusez-moi. Parce que là, non, il faut quand même que vous ayez le temps de parler. Donc, tant pis, je saute une diapo. J'ai été trop bavard. Voilà, c'est à là que je voulais en venir. Concilier ouverture et fermeture. J'appelle ça, moi, une utopie territoriale. Utopie, ça a deux sens possibles. Un lieu qui n'existe pas, ou, en jouant un peu sur les mots grecs, le bon lieu. U privatif en grec, ou E, qui veut dire bon. Il faut être capable d'inventer des utopies aujourd'hui. Et c'est peut-être cela qui manque le plus dans la production, aussi bien philosophique, sociologique, même scientifique. Nous sommes prisonniers de schémas qui nous empêchent de sortir de ce que nous connaissons déjà. Parce que nous avons peur d'une certaine inconnue et nous avons peur de l'altérité à tout point de vue. Pas simplement l'altérité interpersonnelle de ceux que nous côtoyons, mais l'autre au sens, l'autre de ce que je vis, l'autre vie possible, d'autres cadres de vie possibles, d'autres façons de vivre possibles. Par exemple, l'économie circulaire. Bien, on s'y met, tout doucement. Le retour à l'économie de proximité. Est-ce qu'il est nécessaire? Et pourtant, vous avez compris combien je suis attaché à l'Afrique, mais est-ce qu'il est souhaitable à terme de faire venir des haricots verts d'Afrique du Sud pour que nous en ayons à l'époque où nous n'en avons pas? Tant plus qu'en Afrique du Sud, on pourrait faire autre chose. Au Sénégal, encore plus, ou des fraises. Vous achetez des fleurs de Pays-Bas. Elles viennent du Kenya ou d'Éthiopie. Mais elles sont passées par les Pays-Bas. Ben, voilà, donc c'est toutes ces questions-là qui sont en jeu dans cette utopie. Mais c'est tellement pratique, c'est tellement facile. Ben, quand je vais acheter des fleurs, je vais pas dire non, j'en veux pas parce qu'elles viennent de trop loin. Puis en plus, je sais que derrière ça, il y a quand même des horticulteurs éthiopiens. Ils vont pas toucher grand-chose. Mais quand même, ils vont toucher un petit quelque chose. Donc, comment imaginer ça, cette utopie? Alors, moi, je vous propose trois thématiques à mettre en synergie. Bien, il y a d'abord comprendre le besoin d'identité. C'est-à-dire que, par exemple, je suis de ceux qui pensent que dans les sociétés européennes ou américaines, bien sûr qu'il faut résister au discours identitaire d'exclusion. Tant pis, je me mouille en tant que citoyen, je le dis. Mais d'un autre côté, nous aurions tort de ne pas chercher des solutions dans cette utopie territoriale qui ne tiennent pas compte des demandes, des revendications, des craintes qu'expriment les gens qui se sentent menacés. Parce qu'autour de nous, il y a des gens qui se sentent menacés. Pour beaucoup d'entre eux, c'est totalement à tort.
encore faut-il le leur démontrer. Encore faut-il démonter les mécanismes par lesquels ils sont parvenus à ce point de leur être qu'ils ont le sentiment qu'ils sont sur une phase d'effacement parce que d'autres arrivent. C'est important on ne peut pas échafauder de scénarios pour l'avenir si on ne prend pas la mesure de ce que sont les gens et comment il faut répondre à cette question d'identité-altérité. Bien sûr que l'altérité de celui qui me braque le soir en rentrant chez moi, je ne vais pas lui dire « embrassons-nous Folleville », je ne vais pas me jeter dans ses bras. On est bien d'accord là-dessus, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais ça, c'est une altérité, j'allais dire, de friction dangereuse de proximité. Je parle de l'altérité qui vogue dans les esprits, dans les médias. Vous savez, rien n'est pire que le stéréotype. Les Français sont comme ça, les Arabes sont comme ça, les Juifs sont comme ça. Mais le premier combat à mener, c'est celui de déconstruire ce genre d'affirmation totalement dépassée. Bien. Dans les solutions, ce n'est pas de solution, hein, c'est moi auquel il faut songer. L'affirmer quand même, tout à l'heure je vous le disais, mais il faut continuer à affirmer l'universalité de l'être humain. L'universalité du principe de la vie. Le principe du sujet autonome de droit. Aucun discours, aucune idéologie ne pourra, me semble-t-il, nous contraindre, dans la construction de cette utopie territoriale dont je parle, à abandonner ce principe d'universalité. La dignité de la personne humaine passe avant toute autre chose. Elle passe avant ce que d'autres appellent la dignité du groupe. Mais ça, c'est encore un combat. Et un combat à mener, dans le respect, bien sûr, de ce que sont les autres et de ce qu'ils disent, mais nous ne pouvons pas construire des réponses aux problèmes si nous ne réaffirmons pas ce principe. Et ce principe a des conséquences. Il faut que les écoles, les médias, les discours publics développent une éthique civique. Vous me direz, tout ça est connu, rabâché. Peut-être. Je n'en vois pas encore beaucoup les effets. Et ça passe probablement par des révolutions beaucoup plus dures que ce à quoi nous nous sommes habitués depuis quelques années, où on fait un peu de replâtrage par-ci, un peu de réforme par-là, et on ne change fondamentalement rien. Et en particulier dans le monde des médias, qui aujourd'hui impose sa loi, qui est aussi une loi financière, ne l'oublions pas, à nos concitoyens, avec une puissance d'intervention beaucoup plus grande que celle de l'école. Vous savez qu'en France, maintenant, partout, il y a, dans toutes les institutions de recherche, l'obligation d'avoir un référent éthique et intégrité scientifique, pour éviter des dérapages dans le monde scientifique. Mais c'est aussi des dérapages dans le monde des médias. Et là, le CESA joue, en France en tout cas, un rôle extrêmement faible sur ces questions-là. Donc là, on est vraiment dans des questions très concrètes, vous voyez, hein, pour faire avancer les choses. La liaison entre universalité et l'organiser l'espace, c'est développer davantage l'économie solidaire. Vous savez qu'il existe le forum de Davos, on en entend parler chaque année. Vous savez aussi qu'il existe un contre-forum de Davos qui prône et qui prend de l'importance l'économie solidaire, l'économie de proximité, l'économie sociale, c'est-à-dire des formes d'économie sur lesquelles on balbutie encore, qui sont connues mais qui ne sont pas encore vraiment implantées. On a là une des solutions parce que cette économie solidaire en Afrique en particulier, elle est la solution à beaucoup de problèmes du mal développement. C'est dans ces initiatives de la base, issues de la base, et non pas dans des initiatives venues d'en haut, par exemple des grandes multinationales, qu'on va pouvoir faire émerger cette utopie territoriale. Et en plus, grâce aux moyens techniques que je réintègre à mon propos de façon positive, parce que tous ceux qui font l'économie solidaire sont en réseau, peuvent être en réseau, et apprécier les expériences des uns et des autres. Vous rappelez-vous la conférence que vous avez eue sur les Fab Labs, par exemple, qui va exactement dans ce sens. Et en même temps, ça implique en pouvoir la généralisation du principe de subsidiarité. Cessons de croire que les décisions qui viennent d'en haut sont forcément les meilleures, à la condition, bien sûr, qu'il y ait une hiérarchie des pouvoirs
qui fasse que lorsque deux entités de même niveau hiérarchique sont en conflit, il y ait forcément une décision qui soit prise à un autre niveau de conciliation, de médiation, qui leur soit supérieur. Et là, on approche de la fin. Le dialogue entre proximité, identité, altérité, c'est le principe d'abord de la convivialité civique. C'est-à-dire multiplier et soutenir toutes les initiatives de proximité. Vous vous rappelez ces architectes et urbanistes qui sont venus nous parler de le bruit dans le frigo, par exemple. C'est ça l'utopie de demain, l'utopie territoriale. C'est vers ça qu'on va trouver des solutions. Et là, on n'est plus dans des problèmes de ils viennent de l'autre côté de la Méditerranée, où les Chinois nous envahissent, ou que sais-je encore. On est dans des problèmes de construire un monde collectivement ensemble, à notre mesure et à notre taille. Et c'est là-dessus que je termine dans cette évocation d'une utopie territoriale. Je crois que nous n'abolirons pas les frontières, comme ça, du jour au lendemain, quelles qu'elles soient. Nous n'abolirons pas les inégalités qui fractionnent le monde, mais qui deviennent de plus en plus préoccupantes, si nous n'avons pas l'audace de l'innovation qui porte sur des tas de petites choses comme celles que je viens d'évoquer ici, et qui font évoluer à l'ONU, dans les instances internationales, les prises de décision. Il y a maintenant des propos qui sont tenus que nous n'aurions jamais entendus il y a encore 5 ans ou 10 ans. Et en ce sens, il y a de l'espoir. Vous avez bien compris. Il ne s'agit pas d'ouvrir à tout vent. Il ne s'agit pas de fermer, comme on est un peu tenté de le faire actuellement, certains sont tentés de le faire pour se protéger. Il s'agit de trouver un entre-deux qui soit générateur de cette utopie territoriale, qui sera, à mon sens, une des solutions à la crise que nous traversons. Je vous remercie. J'étais trop long. Oui, c'est dommage. Je vous prie de m'excuser d'avoir été si long. Je suis vraiment désolé. Pris dans le feu de l'action. Oui, excusez-moi, je suis à droite. Je ne vous ai pas entendu parler de démographie et dans les ouvertures et fermetures. Ouais. Et je pense que c'est un facteur extrêmement important. On ne peut pas penser la même chose entre 3,5 milliards d'habitants et 7 milliards. Et c'est aussi un point d'action possible sur les ouvertures et flux de migration, sur l'entropie créée et tout ça. Et je suis un peu étonné de vous avoir entendu parler de... Non, ben, je ne pouvais pas parler de tout. Oui, c'est une question qui me taraude aussi. En 2 mots, c'est vrai que l'humanité ne peut pas continuer à croître comme elle a connu sa croissance depuis le début du siècle. En gros, 1,6 milliard d'habitants il y a un siècle, aujourd'hui 7, bientôt 8. Encore que le ralentissement soit net. Quand je faisais mes études de géographie à Paris dans les années 70, on nous annonçait, pour là, les années où nous sommes déjà, pratiquement 12 milliards d'habitants. Donc il y a quand même eu un ralentissement. Ce ralentissement, il faut qu'il se prolonge. Mais là où je suis prudent, ça c'est ma fréquentation de l'Afrique, c'est que vous savez que beaucoup de chefs d'État africains disent que c'est un argument des riches pour ne pas, c'est-à-dire de nous, des gens du Nord, pour ne pas accepter de partager les richesses du monde. Combien de fois j'ai entendu ça, pas de mes amis, parce que mes amis africains comprennent bien les enjeux, mais y compris des hommes politiques dans leurs discours et autres, c'est encore, on va dire, un coup tordu de l'impérialisme néocolonial de l'Occident. Nous, la force d'un pays, c'est dans ses hommes, etc. Donc, et puis, n'oubliez pas qu'il y a aussi des arguments religieux qui sont, en tout cas en Afrique, puisque c'est quand même l'Afrique essentiellement qui est concernée, avec des indices de fécondité qui sont de 5 ou 6. Voilà. Donc, on va difficilement contre un renouveau du discours de fécondité de certains mouvements de l'islam contemporain. Les églises chrétiennes, d'ailleurs, ne sont pas forcément très éloignées de ce discours aussi en Afrique, hein, en tout cas.
Donc j'entends bien que c'est un problème majeur, mais le problème, alors que me disent, par rapport aux migrations, que me disent mes amis africains, c'est dire, vous prenez, vous occidentaux, le problème à l'envers. Vous dites, ayez moins d'enfants et il y aura moins de migration et on vivra mieux. Et nous disons, laissez-nous davantage de liberté dans notre capacité de gérer nos propres richesses, apportez-nous des contributions qui ne soient pas mises dans la poche des chefs d'État. Vous savez, c'est des dizaines, probablement même des centaines de milliards de dollars qui ne sont jamais arrivés aux populations auxquelles elles étaient destinées et qui se retrouvent dans des hôtels particuliers de l'avenue Foch à Paris, mais surtout en Suisse. Le président Paul Biya, que mon ami Athanase Bobda connaît bien, passe plus de temps en Suisse, à Genève, je crois, qu'il n'en passe dans sa capitale de Yaoundé. Bien. Donc, vous voyez, bien sûr, j'en suis très conscient de ça, mais je veux dire que pour trouver des solutions, il faut agir sur plusieurs points, et pas simplement sur la réduction des naissances par des pratiques réductrices de la natalité, à laquelle, a priori, je suis favorable, mais qui vont se heurter, ou se heurtent déjà, à tellement de difficultés. Et c'est sûr que les migrations seront forcément moindres à l'échelle mondiale, le jour où il y aura moins d'inégalités et où le différentiel des niveaux de vie, des revenus, et j'ajouterais, parce que je ne l'ai peut-être pas assez dit, plus encore que ça, c'est le différentiel d'accès aux services, à l'école, à la santé, à l'eau. Ça, c'est capital. C'est pas tant une question monétaire, d'argent, c'est avoir accès à l'eau, tout simplement, hein, avoir accès à un logement décent. Là, on était à un jury de thèse, on va être à un jury de thèse là prochainement, toujours avec Athanase Bobda, sur les quartiers précaires à Yaoundé. Évidemment, quand vous êtes dans des quartiers précaires à Yaoundé et que vous n'avez accès à rien du tout, votre problème, a priori, c'est pas de vous poser la question est-ce qu'il faut que j'ai plus ou moins d'enfants. C'est pas ça le problème. C'est comment je fais pour avoir de l'eau, comment je fais pour avoir un toit, comment je fais pour m'installer, voilà. Mais je suis d'accord. Hein, d'autres. Il faut me couper parce que sinon, sans boire, je peux rester longtemps comme ça. Ouais. J'ai un petit côté dromadaire. Merci, bonsoir. J'aimerais savoir si il existe des points communs entre les mythes fondateurs des différentes civilisations. Oui. Oui. Et on sait très bien d'ailleurs que, par exemple, le livre qui s'appelle la Genèse, le premier livre de la Torah juive, est né dans un bain culturel et civilisationnel de la Mésopotamie, où il y avait des récits déjà existants, de même nature. Alors après, il y a des changements. Mais ce qui est intéressant à lire, c'est que finalement, le récit du mythe fondateur, du mythe créateur, c'est un récit qui peut être lu aujourd'hui sans difficulté aucune. Sauf les créationnistes, évidemment. Les créationnistes qui disent, bien, voilà, ça s'est passé premier jour, deuxième jour. Mais c'est un poème. C'est un grand poème, un très très beau poème. Mais c'est un poème qui dit finalement l'évolution. Il n'est absolument pas en contradiction avec le principe de l'évolution. On part de la matière et puis on arrive aux formes de vie et on arrive à la forme de la vie apparemment, selon nous, les humains, la plus évoluée, qui est celle de l'humain. Mais aujourd'hui, c'est curieux parce que dans beaucoup de travaux actuellement, on remet en question l'humanité tête, chef du monde du vivant, en réintégrant le monde du vivant à égalité avec l'homme. Nous sommes du vivant parmi du vivant. Et c'est pour ça qu'il faut lutter pour la biodiversité, sans laquelle nous risquons de limiter notre propre devenir. Et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure dans l'introduction. C'est assez intéressant de suivre ces travaux qui vont peut-être vers une certaine réponse utopique au monde qui est le nôtre. D'ailleurs, la consommation de viande ne peut que diminuer, d'une certaine façon. Parce qu'on nourrit tellement plus d'hommes avec un hectare de céréales qu'avec un hectare de prairies. Après, c'est des questions de goût, ça c'est... Voilà. Et regardez tous les combats qui se mènent actuellement sur les abattoirs.
et sur des choses comme ça. Bien, alors donc je réponds indirectement à votre question, parce que oui, dans l'Antiquité, dans les mythes, et pas simplement dans le monde oriental, vous avez ces récits de création qui vont dans ce sens-là. Et cette création, alors bien sûr, il n'y a pas de Big Bang, hein, mais à la limite, est-ce que dans le livre de la Genèse, on n'est pas si loin que ça du Big Bang, hein? Subitement, la lumière, pof, enfin la lumière, oui, l'image de la lumière est intéressante pour ça. Oui. Athanase. Bon, je ne veux pas tirer très loin, je voudrais seulement rappeler qu'il ne faut pas seulement avoir à agir à plusieurs points, il faut aussi agir à plusieurs temps et à plusieurs gens. À plusieurs temps, parce que quand chacun regarde l'histoire qui est la sienne, il y trouve des moments d'ouverture et de fermeture. L'Occident, par exemple, parfois fait des raccourcis sur ce qu'on appelle les vérités historiques de dernière instance. On ne pense qu'à ce qui est arrivé dernièrement et on oublie qu'avant-dernier, il y avait d'autres choses. L'histoire du Reich, du Troisième Reich, ne fut qu'une histoire coloniale appliquée en Europe. Et du coup, l'Europe se dit, tiens, j'ai refusé la colonisation, donc si j'ai colonisé, c'était peut-être pas bien. Mais si celui qui a été colonisé regarde dans sa propre histoire, il verra qu'il a eu des pulsions, comme il disait, de colonisation, effective ou théorique, et qu'en les matérialisant, il n'a fait que révéler les capacités de refus de partage et de refus de participation que nous avons tous quand nous croyons qu'en faisant l'économie de l'autre, nous sommes plus riches. Ce qui est faux. L'équation de la richesse n'est pas celle de la possession. Elle est justement celle du partage. Supposez que du jour au lendemain, nous soyons tous morts et qu'il n'en reste qu'un. Vous vous réveillez le matin, vous êtes tout seul dans ce monde. Tout vous appartient. Vous êtes donc riche. Redéfinissons la notion de richesse par la notion de partage et nous verrons peut-être qu'il y a en nous plein de choses qui nous rappellent qu'il faut rester décloisonné et qu'il faut rester disponible à l'autre sans qui nous ne serons rien. C'est peut-être là tout le problème. Merci Athanase, mais ce que tu dis, et j'ai aucune réponse parce que c'est en consonance parfaite avec ce que je dis et ce que je pense. Donc, mais on a trop l'habitude de travailler ensemble pour qu'il y ait un écart entre nos... Les expressions sont différentes, mais ça revient... Juste un mot quand même sur les temporalités. C'est vrai qu'il faut toujours réintroduire le temps. Une utopie territoriale, ça ne se construit pas à l'aune d'une vie humaine. Et même nos vies à chacun d'entre nous n'ont pas les mêmes histoires, les mêmes ancrages. Ça nécessite un déplacement de ce que nous sommes. Et c'est pour ça que je disais que c'est un danger, c'est un risque, c'est une menace pour nous, parce que ça nous oblige à sortir de ce que nous sommes. Et ça, il n'y a rien de plus difficile. Et je me disais, peut-être que plus on vieillit, plus c'est difficile. Et puis en même temps, je me suis dit, mais non, parce qu'après tout, en vieillissant, l'échéance se rapproche de la fin, donc on est peut-être plus libre. Parce qu'on est moins contraint par un certain nombre de combats aux temporalités courtes qui sont celles de notre vie sociale, économique, financière, professionnelle. Je ne sais pas, je vous laisse méditer là-dessus. Merci.